Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast, et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Julien Masson, cofondateur de X-Makers, projet qui a pour but d'aider les PME et ETI industriels à devenir les prochains leaders de la tech. Le pitch est simple. L'idée de X-Makers est de rapprocher les mondes de la French Tech et de la French Fab afin de prendre le meilleur de ces deux mondes au service des PME industrielles. Dans cet épisode, nous échangeons sur le parcours riche et varié de Julien, à la fois au sein de grands groupes et comme entrepreneur, ainsi que fondateur d'un podcast, Method to Scale, qui donne la parole aux acteurs clés des plus belles scale-up du marché. Un épisode hyper intéressant qui me fait grand plaisir de vous partager. Bonne écoute! Merci Julien de prendre ce temps pour parler avec moi aujourd'hui. Bonjour Xavier, enchanté. Alors Julien, la traditionnelle question pour commencer nos échanges Entrepreneur Café, est-ce que tu pourrais faire le pitch de X-Makers en quelques mots ? Ouais, alors X-Makers, c'est avant tout un projet qu'on porte depuis 3 ans et le but du jeu, c'est d'aider nos PME industrielles à devenir les prochains leaders de la tech. C'est une phrase, c'est un pitch bien punchy et bien clair. On reviendra plus en détail dans ce que vous faites chez X-Makers, mais maintenant ce qui m'intéresse, c'est de parler un peu de toi. Qui es-tu, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a donné de créer X-Makers ? En gros, moi je me suis passionné depuis plusieurs années pour tout l'écosystème des startups qui sont devenus des scale-up entre-temps. Donc ces fameuses startups en hyper-croissance. Derrière cet écosystème, c'est de nouveaux business models, c'est des nouvelles méthodes d'exécution, c'est une nouvelle culture à part entière. De l'autre côté, on a cette chance en France aussi d'avoir un tissu industriel qui est hyper riche, avec de nombreuses PME qui sont plutôt en région. Et l'intuition que j'ai eue et qui m'éclate, c'est de me dire, mais comment on rapproche un peu ces deux écosystèmes, French Tech d'un côté et French Fab de l'autre, pour donner naissance à des nouveaux géants qui seraient un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Et c'est comme ça qu'a émergé le projet X-Makers, en se disant, on a cette chance d'avoir des savoir-faire industriels incroyables. Si demain, on vient y plugger ces nouveaux modèles, ces nouvelles méthodes d'exécution qui viennent plutôt du monde de la tech, ça peut donner naissance à quoi, tu vois ? C'était un peu un délire de grand fou au départ, quoi. Et est-ce que tu étais déjà dans le monde de la tech avant de créer X-Makers ? Quel était ton parcours avant de... Avant, j'avais monté une première boîte qui s'appelait Wires, où je vendais de la culture startup. Et avant ça, j'étais dans des grands groupes où j'avais été monté, j'étais déjà dans le digital, j'avais monté des filiales d'un grand groupe, notamment en Suisse, et puis j'ai travaillé dans des grosses boîtes de pub, genre Publicis, DDB. Donc ça veut dire que tu étais plus dans le monde, on va dire, de la tech, et comment tu as pu faire le rapprochement avec l'univers plus de l'industrie, et du coup, à quel moment s'est fait cette fusion dans ton esprit entre tech et industrie, il y a quelque chose à faire ? Déjà, si tu veux, le monde de la tech est pas connu, parce que pour beaucoup de dirigeants, la tech égale, tu vois, technologie. Pour moi, la tech, dans mon wording, c'est avant tout un état d'esprit, c'est la façon dont tu vas adopter de nouvelles méthodes d'exécution, c'est l'esprit geek, c'est l'envie d'aller vite. Bien sûr, tu vas utiliser quelques nouvelles technologies dans ton modèle. Et je me suis dit, quand je vois cette chance qu'on a en France quand même, je vais être un peu chauvin là pour le coup, d'avoir tu vois, ces boîtes qui ont bâti des assets industriels incroyables. Ce que j'appelle un asset industriel, ça peut être une usine, ça peut être une marque, ça peut être une reconnaissance. Et que tu vois de l'autre côté tous ces nouveaux business models et ce mindset-là qui a émergé avec les startups, c'est là où je me suis dit, mais tu sais, ça m'a sauté aux yeux, quoi. Tu sais, c'est genre le gros déclic que tu as une fois qu'il t'arrive. Je me suis dit, mais attends, ces deux mondes qui se parlent pas aujourd'hui, ou pas assez, putain, si on fusionne les deux ensemble, ça va être le feu nucléaire, quoi. Et voilà, c'est avant tout une intuition et un gros déclic. Mais ce déclic, il est arrivé parce que j'ai passé des années à graviter dans ce monde-là, à rencontrer, je sais pas, plus d'une centaine d'entrepreneurs du monde startup, à comprendre comment ils ont fait, à rencontrer aussi un peu moins, mais des dizaines et des dizaines de dirigeants du monde de PME. Puis au bout d'un moment, j'ai pas d'autres mots, mais c'est vraiment la lumière fut, comme on dit, quoi. Je me rappelle quand on a préparé cet entretien, tu m'avais raconté que le déclic, tu l'avais eu en voiture, c'est ça, en te rendant à ton travail à l'époque ? Ouais, exactement. Je l'ai eu en me rendant à mon boulot un matin et tu sais, c'est un truc où tu te dis, putain, ça devient une obsession. Je dis, mais attends, si on fusionne ces deux mondes, ça va être incroyable. Nos PME, elles ont tellement le potentiel et elles font déjà de la tech, d'ailleurs pour la plupart d'entre elles sans qu'elles s'en rendent compte, de créer des nouveaux business models juste incroyables. J'ai une histoire aussi, c'est un ami à moi qui a repris un groupe familial, je fais une petite dédicace, qui s'appelle Massa Pneus, qui est un groupe qui est dans les Alpes-Maritimes. Et ils ont utilisé tout leur savoir-faire en logistique, leur outil informatique,
pour recréer un modèle de plateforme qu'ils ont appelé Avatacar et qui est devenu une super success story. Avatacar, c'est la première plateforme aujourd'hui en ligne d'entretien de la voiture. Et en 10 ans, c'est devenu le méga relais de croissance du groupe Massa. Donc du coup, c'est là aussi où je vois ça. Je me dis, mais quand tu utilises des assets historiques de ta boîte et que tu viens plugger ces nouveaux modèles avec ces nouvelles compétences et méthodes d'exécution, tu peux créer des vrais relais de croissance. Et je pense qu'en France, on a besoin de ça. Et du coup, une fois que tu as eu ce fameux déclic, comment tu t'y es pris pour créer Xmakers? Est-ce que tu t'es entouré de gens Alors, j'ai vraiment voulu penser un modèle d'entreprise radicalement différent. Je voulais pas créer une boîte de conseil ni une agence. Pourtant, c'est l'univers d'où je viens. J'ai eu très tôt l'intuition qu'il fallait qu'on raisonne écosystème. En gros, je me suis dit, d'un côté, on a des dirigeants de PME, de TI avec leurs assets industriels. Et de l'autre côté, on a tous ces dirigeants et cofondateurs de startups en hypercroissance, ces fameux scale-up. Je me suis dit, une fois, le job qu'on doit créer, nous, entre deux, c'est d'être capable d'identifier le nouveau modèle sur lequel on a envie de faire pivoter cette PME industrielle et surtout très vite aller faire équipe avec ceux qui ont déjà monté des modèles équivalents dans d'autres univers. Tu vois, c'est un peu le jeu des transpositions. Demain, imagine, tu dois faire pivoter une industrie, je dis n'importe quoi, vers un système e-commerce. Même si elle vend des boulons, peut-être que celui qui vend des fleurs et qui a réussi à vendre des fleurs sur son e-commerce, son savoir-faire qu'il aura mis en place, toutes ces années d'apprentissage qu'il aura, je sais pas, pour mettre en place par exemple un système logistique ou autre, bah, tout ça, c'est une valeur énorme pour aller le transposer dans l'écosystème de la PME, quoi. Donc, dès le départ, on a raisonné Xmakers comme un écosystème. Donc, nous, le gros travail qu'on a dû faire, c'est comment on crée un métier en interne d'Xmakers pour aller chercher du savoir-faire dans cet écosystème de scale-up, pour le raffiner et le réinjecter dans l'écosystème PME et faire travailler toutes ces équipes entre elles. Donc, on a bâti un système des opérations, on a bâti une plateforme pour faire tout ça. Enfin, voilà, ça nous a demandé pas mal de travail. Si tu veux, c'est pas de la mise en relation, notre job. Oui, c'est ça, vous allez clairement plus loin que la mise en relation. Ah oui, c'est clair. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu une difficulté à aller voir ces fameuses PME industrielles et les convaincre de la pertinence de les faire rencontrer et travailler avec des gens issus de la tech? Non, pas trop. Alors, au départ, ça fonctionnait beaucoup par réseau. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être très tôt pris en main par des entrepreneurs qui sont déjà bien implantés sur cet écosystème de PME et TI, notamment un groupe qui s'appelle Visiative, qui est un grand groupe lyonnais qui nous a... Enfin, voilà, le PDG et ses équipes nous ont énormément aidés dans cette démarche. Donc, ça nous a ouvert aussi un réseau dès le départ. Et puis, beaucoup d'événements, de conférences qu'on a données, tu vois, pour évangéliser un peu sur ce secteur-là, parce que pour moi, de devenir une entreprise tech, c'est différent que de faire de la transformation digitale, tu vois. On n'est pas en train d'améliorer l'existant, on est vraiment en train de pivoter de business model. C'était une ancienne boîte de taxi et tu deviens Uber demain, quoi. Donc, finalement, les dirigeants sont extrêmement ouverts sur cet écosystème, le connaissent pas, ça c'est une certitude. Et puis, tu sais, en plus, c'est ce monde-là qui est blindé d'anglicisme, qui est blindé de nouveaux métiers. Tu parles d'IA, de blockchain, gros hacker. Enfin, tu vois, si tu veux, le vrai challenge dans tout ça, ils sont convaincus qu'il faut y aller. C'est pas le débat. Maintenant, c'est comment y aller. Et le vrai enjeu, c'était comment tu y vas de manière très opérationnelle et avec une démarche d'exécution qui soit très claire. Un dirigeant de PME est quelqu'un de très pragmatique et très concret, quoi. Faut pas l'enfumer. On va pas lui faire, tu vois, des slides à la McKinsey, quoi. Et j'ai une question, il y a un truc tu m'as intéressé là, parce que moi aussi j'ai un peu la même vision de manière très transparente sur le monde de la tech, bourré d'anglicisme, de termes un peu marketing. Est-ce que tu ne penses pas que ça nuit un peu à l'image de la tech, ces manières de parler, etc., que ça paraît un peu déconnecté de la réalité du terrain pour un grand nombre de personnes? Il y a deux choses. Je pense qu'il y a une réalité, c'est que ce monde-là crée crée de nouvelles compétences. Il y a des métiers, tu regardes le métier de product designer qui est très peu connu en France, c'est devenu un standard dans les boîtes tech américaines, chez Netflix et compagnie. Donc ces métiers-là, pourquoi il y a déjà de l'anglicisme? Parce que les startups pensent tout de suite à l'échelle mondiale, d'entrée de jeu, quoi, tu vois. Je pense que de nombreux de ces nouvelles compétences ou de ces nouvelles méthodes d'exécution sont assez récentes et deviennent des standards demain. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans le cliché. Tu es un peu à la Jean-Claude Van Damme, où je sais pas, il y avait une vidéo assez drôle là, qui passait à un moment donné où tu avais
tu sais, un humoriste qui parodiait un peu cet écosystème startup. Oui, je l'ai vu, oui. Elle est très cool et très bien faite. Il faut pas non plus que ça tombe dans les clichés. Mais il y a quand même une réalité sur certains métiers. Gros hacker, c'est devenu un vrai métier. Product designer, product owner, CTO, tous ces nouveaux métiers ont quand même émergé dans cet écosystème de tech et sont devenus des standards. Donc ouais, il faut juste faire attention entre le côté un peu cliché et qui sait qu'il y en a putain dans cet écosystème et le côté entrepreneur qui a la tête sur les épaules aussi bien qu'un patron de PME mais qui a besoin de ces nouvelles compétences en interne. Et il faut les maîtriser et il faut les comprendre. Ouais, c'est trouver un équilibre. Exactement. On a parlé un peu de la manière dont a été perçu ton projet par les entrepreneurs PME, industrie, etc. Mais du côté des experts tech que tu as pu mobiliser pour les faire rencontrer ces fameuses PME. Systématiquement, tu sais, on me pose la question parce que nous, si tu veux, notre job, on a créé un métier qu'on appelle de business designer. C'est à la fois comprendre la fête industrielle de la PME, de comprendre sur quel type de business model on va la faire pivoter. On en a identifié une 60aine en tout. 30 en B2B, 30 en B2C. Et puis après, aller quelque part solliciter notre écosystème pour dire à un entrepreneur qui est toujours à la tête de sa startup en hyper-croissance, donc égal, j'ai 0 temps disponible, à venir bosser avec nous le temps du projet. Alors, c'est pas du plein temps, bien entendu. Finalement, leur motivation à tout ce petit monde, elle n'est pas financière, puisque la plupart des gens avec lesquels on fait équipe, si tu veux, ces entrepreneurs, ont déjà peut-être pour certains revendu des boîtes ou ils sont déjà, tu vois, assez successful, quoi. La vraie motivation, je pense qu'ils ont une vraie passion, déjà, un, pour l'entrepreneuriat, ça va de soi, et deux, pour cet écosystème industriel de PME qu'ils ne connaissent pas pour la plupart d'entre eux, mais qui se disent, non, mais c'est sûr qu'il y a un truc à faire, si tu veux, à bosser, à faire équipe avec ces dirigeants de PME, pour eux les aider à faire un pivot dans ce monde de la tech, et puis nous aussi, peut-être par la même occasion, à prendre certaines de leurs compétences pour les transposer dans notre écosystème à nous, quoi. Donc, c'est vraiment des rencontres humaines. Nous, d'ailleurs, quand on a un projet qui commence, la première étape, c'est on va faire une immersion dans la PME pour comprendre son asset industriel. Après, on réfléchit à un plan d'action. Ouais, Est-ce que c'est vous qui contactez les PME ou c'est eux qui vous contactent ou c'est un peu des deux? Aujourd'hui, c'est plutôt le second scénario. On fonctionne énormément par réseau. C'est important parce que je pense pas qu'on vend un produit standard, si tu veux. La plupart d'ailleurs des dirigeants de PME avec lesquels on fait équipe sont des boîtes qui se portent très bien, si tu veux, financièrement parlant. C'est juste on travaille avec des gens qui on, on leur crée, si tu veux, leur nouvelle ambition, un nouveau bébé dans cet écosystème digital, quoi. Je vois ça plutôt comme ça, quoi. Donc on fait émerger, on leur met une nouvelle ambition sous les yeux, on crée ce nouveau projet qui peut se traduire d'ailleurs chez eux, j'en suis intimement convaincu, par la création quasiment d'une start-up interne, quoi. Et, euh, et du coup, ce que je disais, c'est que une fois qu'on a fait cette immersion, qu'on a compris l'asset, et qu'on a un peu brainstormé de notre côté pour se dire, tiens, par rapport à ce qu'on a vu, on pourrait l'emmener vers tel type de business model, on va solliciter notre écosystème d'entrepreneurs, et souvent, même avant qu'on fasse une proposition concrète, on organise une rencontre entre l'entrepreneur côté scale-up et l'entrepreneur, le patron de la PME, quoi. Et souvent, c'est une rencontre humaine, c'est un fit qui passe. Non, mais attends, les gars, on a trop envie de bosser ensemble. En plus, l'autre, il a, tu vois, le patron de la scale-up, s'il dit demain, je dois pivoter sur un modèle SaaS, qu'il en a monté un, qu'il a 500 salariés, si tu veux, il est légitime à raconter un peu l'histoire, quoi, et à partager son savoir-faire. Donc, ouais, c'est vraiment une aventure humaine, je dirais, entre différents types d'entrepreneurs qui se rencontrent le temps d'un projet, quoi. Et une fois, du coup, vous avez fait, pour bien comprendre les étapes, une fois que les experts tech sont venus dans l'entreprise pour comprendre dans la PME, pour comprendre comment ça fonctionne, ils sont imprégnés de l'atmosphère, ils ont vu le dirigeant, les équipes, je suppose. Après, c'est quoi la prochaine étape? Ils font des recommandations, c'est ça? Non, ouais, en gros, c'est notre travail, si tu veux. Tout le travail qu'on a créé, nous, c'est ils n'ont pas le temps, les top gun entrepreneurs côté tech, de produire des choses. Il y a 3 grosses étapes dans un projet. Tu as une première étape, appelons un chat, c'est on pitch cette vision du nouveau business model qu'on va avoir pour la boîte, quoi. C'est comme si on était en train de revoir le dirigeant de la PME. On a bossé bien sûr avec l'entrepreneur et d'autres compétences qu'on a amené à la société, et puis on lui pitch la vision de sa PME version startup, quoi. C'est comme si je dis, tiens, j'ai pris ton modèle, si demain je le startupise, ça donne ça, quoi. Et on est niveau, tu vois, genre pitch deck investisseur, quoi. Donc dedans, tu vas retrouver la proposition de valeur, la solution qui est détaillée, le business plan financier, comment on a envie d'aller sur le marché, les données marché, pourquoi, comment.
C'est comme si on se disait, le patron de la PME qui a commandité son projet, on doit le convaincre de mettre 500 000 euros sur la table comme un investisseur pour commencer l'aventure. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, on a un partenariat avec un startup studio avec lequel on bosse beaucoup qui s'appelle le Stud. Ce startup studio, si tu veux, va prendre le pitch et va nous aider à ce qu'on appelle dans notre jargon faire du 0 à 1, aller tester directement sur le marché si la vision qu'on a écrite dans ce premier sprint avec l'entrepreneur atteint enfin, tu vois, est-ce qu'on arrive à trouver des leads concrètement, tu vois. On fait une landing page, on va faire des campagnes, on peut aller monter des partenariats si c'est nécessaire avec certaines boîtes, ainsi de suite. Le but du jeu, c'est même si la techno où tout n'est pas développé, on s'en fout. Le but du jeu, c'est d'aller vendre. Donc là, c'est top. D'ailleurs, cette étape a séduit énormément les dirigeants de PME parce que tu vois ton produit qui prend vie, ta nouvelle marque, quoi. C'est comme si tu avais ton nouveau bébé en ligne. J'ai une question pour cette étape parce que je me mets du point de vue de l'industriel qui est lui souvent rationnel, ingénieur, qui aime bien le produit fini parfait. Voilà. Est-ce que du coup, ça doit le bousculer dans l'incertitude de lui dire, bah tiens, on va tester, on a l'idée, le concept, on va faire une landing page, on va générer de l'attention, voir si ça mord, et après, on va s'occuper de finir le produit. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où ils sont un Écoute, peu... non, je pense qu'aujourd'hui, ça les fait presque sourire, quoi. Ça les fait marrer quasiment, le délire. Parce que c'est tellement à l'opposé de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Ils sont en mode, vas-y, allez, allons au bout du délire, on verra bien après. Et je pense que là, pour le coup, puis tu as le côté rationnel du dirigeant de PME là, qui reprend aussi un peu le débat. Si tu lui amènes un client, à un moment donné, il dit, t'inquiète pas, je suis un industriel, Oui, il trouver va une se débrouiller solution pour pour faire le faire. produit. Ouais. Ah, il se démerdera, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, l'inverse de dire, tu me fais investir 200 300 000 euros pour développer, je sais pas, une nouvelle chaîne de prod ou quoi que ce soit, et puis il n'y a pas de client à la fin, ça, je sais un peu moins faire, par contre, pour le coup. Donc, cette démarche les séduit énormément. Et puis, l'étape suivante, une fois que tu as fait 0 à 1, si tu veux, l'étape 1 et cette étape 2, ça te permet, c'est ton coup de booster. Là, normalement, je t'ai fait émerger l'ambition quand même chez toi. Pour moi, la suite logique, et on y arrive en ce moment chez Xmakers, et on en est convaincu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est devenu, on a eu cette chance de monter un beau partenariat avec BPI France. C'est que la suite de l'histoire, c'est de donner naissance à des startups industrielles. Ils appellent ça d'ailleurs French Tech, Tech in Fab, quoi. C'est le meilleur des deux mondes, finalement. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est nos PME qui vont, grâce à ces nouvelles startups industrielles, nous permettre de réindustrialiser demain, mais sur des métiers qui vont être à très forte valeur ajoutée, tu vois. On a travaillé, par exemple, pour une marque de vélo sur un sujet de pédales connectées. Bah, c'est top si demain, il y a une chaîne de prod de pédales connectées en France. C'est de l'électronique, c'est du hardware, et c'est aussi leur savoir-faire de faire des pédales qui étaient historiques, quoi. Donc, pour moi, ça, c'est la suite de l'histoire. Et cette suite, d'ailleurs, on continue à l'écrire toujours avec notre écosystème d'entrepreneurs. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on réfléchit même à créer un fonds, nous, d'ailleurs, de notre côté. Ouais, donc ce que j'allais te demander, du coup, vous avez été créé en 2019, si je dis pas de Ouais, bêtises. Donc, exactement. ça fait un peu plus de... Enfin, ça fait 3 ans, C'est on va dire. 3 ans, Voilà. exactement. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le nombre de projets que vous avez pu déjà réaliser? Et est-ce qu'il y a un ou deux, comment on dit, success story en mot français? Bah, moi, donc, on a créé Xmakers il y a 3 ans. Donc là, on a travaillé sur une quinzaine de projets. Je dis vraiment de pivot, parce que tu as eu beaucoup de projets aussi, mais je les compte pas dedans, qui ont été plutôt j'achète de la méthode startup pour tester, quoi. Donc, je les prends pas en compte, mais bon, comme toute boîte, quand on s'est lancé, on avait besoin aussi de générer un peu de chiffres. Sur ces projets-là, finalement, il y en a un dont je suis fier et c'est marrant, c'était le tout premier. À chaque fois, je parle de lui parce que je trouve que l'histoire, elle est cool. Et puis, c'était notre premier client PME. Donc, rendons à César ce qui est à César. C'était la boîte qui s'appelle Technomap. Et Technomap, l'activité, c'était ils ont une expertise dans le câblage de moteurs. Et en retravaillant sur le pivot de la boîte, il le dit d'ailleurs sur une vidéo que je pourrais partager volontiers, il dit en retravaillant sur la proposition de valeur, la vision technologique de la boîte, en s'apercevant que c'est déjà une boîte tech qui font déjà de la tech, ils ont complètement basculé leur discours, quoi. C'est-à-dire ils ont vraiment travaillé une nouvelle proposition de valeur. Et la conséquence de tout ça, c'est que là où tu pouvais être sous-traitant de certaines marques, bah, tu remontes dans la chaîne de valeur et tu reviens à l'origine de certains projets à très haute valeur ajoutée, quoi. Donc, et ça, on en est fiers. Et puis, il y a d'autres projets. Là, il y en a un qui va avoir le jour. Je ne peux pas trop en parler, malheureusement, parce qu'on a beaucoup de NDA. Et là, ils commencent juste à voir le jour, la plupart d'entre eux. C'est un projet où on va recréer une chaîne de production sur une technologie connectée à très haute valeur ajoutée, quoi. Donc là, c'est cool parce que
Derrière ça, c'est des nouveaux emplois, c'est des nouvelles compétences qui vont descendre en région. Et c'est ça aussi un peu le but du jeu de notre démarche, c'est de se dire, on peut vous aider à allumer un peu si tu veux, l'ambition au départ, mais le vrai fond du truc, c'est que demain, tous ces talents de la tech qui sont pour le moment très centrés à Paris, là, tu vois, on les fasse descendre dans nos PME régionales. Que demain, dans les PME, on retrouve des data scientists, des product designers, enfin, tous ces nouveaux métiers. Là, ce sera une victoire. Les projets, tu as un peu parlé des projets futurs. Vous êtes combien maintenant chez Xmakers? C'est quoi les projets de développement là pour les prochains mois, prochaines années? Eh ben alors, déjà, on a eu vraiment cette chance. C'est marrant parce que tu sais, quand tu es entrepreneur, tu as toujours une ambition et un rêve en tête. Et là, on a monté un très gros projet avec BPI France, qu'on a co-brandé. C'est-à-dire que BPI, tu sais, ils ont une activité conseil chez eux. Ils ont ce qu'ils appellent des accélérateurs. C'est par secteur d'activité, non? C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est très sectorisé. Bah, ils ont créé avec nous un projet qu'on a appelé Neo, qui a vraiment cette ambition d'aider un maximum de nos PME industrielles à pivoter sur ce monde de la tech. Donc là, si tu veux, ce qui est top dans cette ambition-là, c'est qu'on a combiné notre savoir-faire à nous, Xmakers, c'est avec tout le savoir-faire des équipes de BPI France, qui est juste incroyable, quoi. Et puis bon, bah, bien sûr qu'avec leur force de frappe, qui est pas la même que la nôtre, ça démultiplie, si tu veux, l'impact qu'on peut avoir sur cette mission-là, quoi. C'est beaucoup plus large. Donc là, tu vois, dans les axes de développement, on a un gros enjeu avec eux. Le premier pilote est en cours de production en ce moment. Dans la promo, on l'a capé à 5 entreprises qui sont d'ailleurs, enfin, j'étais agréablement surpris. Le recrutement de ces 5 entreprises s'est fait en 2 semaines. Il y a une vraie demande, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai besoin. Et puis maintenant, on connaît bien les C'est dirigeants. quoi le profil? C'est PME, ETI? PME. PME, et il y a une ETI qui est spécialisée dans l'agencement qui est vers Lyon, qui est la plus grosse boîte d'agencement, je pense, en France, qui fait à peu près 70 millions d'euros de chiffre. Et, euh, et donc, les dirigeants de ces boîtes sont énormément investis dans le projet Néo, qu'on a appelé Néo, hein. Et c'est génial de voir l'ambition qu'ils ont. C'est-à-dire que la demande, elle est simple. C'est les gars, challengez-nous. Venez pas juste avec une innovation incrémentale ou quelque chose. Non, venez nous bousculer, proposez-nous des choses nouvelles. On veut pivoter, on veut aller dans ce monde-là. Comment on y va, quoi? Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire que, en gros, ils nous laissent carte blanche pour aller loin, si tu veux, dans les schémas de réflexion. Donc là, le projet il est en cours. Donc là, c'est un pilote qu'on a mis en place avec toutes les équipes de chez eux. Mais si ce pilote est concluant, si tu veux, on va démultiplier ce projet Néo à très grande échelle. Donc ça, c'est top. Il y a un des gros challenges pour nous, c'est, je pense que là, il va y avoir un trou dans la raquette et là, on doit le combler. On a un partenaire Startup Studio, on est capable, tu vois, d'aller monter des équipes pour exécuter les projets. On pense, et j'en suis convaincu, qu'à un moment donné, il manque un véhicule d'investissement pour faire, tu sais, le petit pas supplémentaire. C'est à dire, même si ces dirigeants de PME, ils ont des fonds propres, ils ont tout ce que tu veux, tu as un risque financier à un moment donné qui va arriver, quoi. C'est comme ça. Moi, la conviction, c'est il faut que ces boîtes-là recréent une entité juridique avec une nouvelle marque. Alors, ce qui est cool, c'est que ça fait un nouveau terrain de jeu. Tu touches pas au business model existant. Tu as un nouveau branding un peu cool et un peu sexy, un peu tech. Pour ton image employeur, c'est top. Et puis dedans, tu peux tester toutes ces nouvelles compétences. Par contre, pour y aller, ce qui serait bien, c'est aussi, tu vois, un mix où c'est comme des joint ventures, je pense. C'est la PME va mettre un peu de capitaux dedans et amener son savoir-faire. Puis après, tu fais rentrer des investisseurs privés dedans, voire des investisseurs semi-publics comme BPI France, par exemple, pour monter un nouveau capital et recréer une startup comme ça. Donc, et moi, dans mon écosystème, donc j'ai pas mal de patrons de startups qui ont déjà revendu, et ça les chauffe carrément demain d'aller mettre, au lieu de financer, si tu veux, des startups purement digitales, d'aller travailler avec des dirigeants de PME pour les aider à créer ce type de boîte, quoi. Donc, le next game pour moi, sur lequel je dois me pencher là sur 2023, avec d'autres personnes, bien sûr, c'est comment créer ce véhicule d'investissement. Ouais, comme ça, si tu veux, on aurait toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que tu donnes naissance au projet, à la base, tu le définis, tu crées la vision. Tu sais, c'est un peu comme les étapes. Ok, on t'a convaincu, super. Hop, étape 2, bah vas-y, on va le tester sur le marché. On le teste sur le marché, c'est génial, ça mord bien. Ah, cool. Étape 3, bah étape 3, c'est comment on y va, quoi. Comment on crée une vraie boîte, quoi. C'est ça l'histoire. Et comment on trouve les compétences, comment on trouve les financements. Enfin, il y a toute cette question-là qui se produit. Et on pense que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à donner naissance
à toute cette nouvelle génération de startups industrielles qui auront de la valeur et qui seront finalement, tu vois, le mix entre l'écosystème PME et cet écosystème tech. Là, imaginons, je suis un entrepreneur tech, j'écoute ce podcast, je me dis, ah tiens, ouais, j'aimerais bien m'impliquer. Comment je fais? Je te contacte directement et je te dis, bah voilà, ouais. Ouais, sur LinkedIn, Julien Masson. C'est vrai que notre réseau, nous, on fait pas de pub, si tu veux. D'ailleurs, notre nouveau branding là, va sortir courant novembre. C'est top. Parce qu'on s'est appliqué d'ailleurs à nous-mêmes ce qu'on fait avec nos clients. C'est-à-dire qu'on a fait appel à des entrepreneurs de la tech un peu barrés pour réfléchir à notre modèle à nous. Donc ça, c'est marrant. Tu vois, on n'a pas fait le cordonnier avec le vache aussi. Donc ouais, notre réseau, c'est beaucoup de recommandations et en fonction de certains sujets. Là, par exemple, on a un projet en ce moment, l'ambition qu'on va amener aux dirigeants. Elle est juste, je dis pas ça pour nous jeter des fleurs, mais c'est un truc de fou là, ce qu'on a vu. Là, c'est une scale-up qui se situe en Angleterre, dont on a repéré le savoir-faire industriel qu'on a envie de transposer en France. Bah là, tu vois, typiquement, j'ai contacté le, le, le Chief Product Officer de la boîte. Ah, c'est cool, il m'a répondu. Peut-être que ça va se traduire par une collaboration avec une boîte anglaise, quoi, tu vois, une boîte tech anglaise. Donc, si tu veux, c'est soit du réseau. Et pour faire mon réseau, moi, j'ai aussi mon propre podcast qui s'appelle Method to Scale. Et Method to Scale, c'est chaque mois avec mes potes Juju, Emeric et Momo. On va à la rencontre de tous les dirigeants des plus belles scale-up françaises. Comme ça me permet aussi de me faire du réseau, si tu veux, dans cet écosystème et de me tenir à jour sur leur méthode d'exécution. Tu vois, je suis assez curieux. Des fois, je vois des boîtes. La boîte, elle a 2 ans, ils sont déjà à 400 salariés. Tu te dis, ouais, comment t'as fait quand même? Alors que tu peux avoir une PME qui a 50, 100 ans, qui auront peut-être le même nombre de collaborateurs. Donc voilà, c'est mon petit hack personnel pour me tenir un peu à jour sur ce réseau-là, quoi, et le maintenir. Ouais, c'est intéressant comme concept. Donc en gros, tu vas avoir des scale-up, donc des startups en hyper-croissance pour aller comprendre bah, comment ils font, quoi. Exactement, si tu veux, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui le nerf de la guerre. Est-ce qu'il y a une recette magique? Alors la question, c'est est-ce qu'il y a une recette magique? Est-ce qu'ils ont un point commun tous? Ouais, il y en a 5. J'en ai identifié 5. 5 points communs qui est des patterns. Alors, si tu veux, je peux les citer rapidement. Le premier, c'est qu'ils travaillent à fond leur branding et leur UX. Et branding, dans cet écosystème tech, c'est pas juste un logo et une marque. C'est la mission de ta boîte. C'est ton design. C'est comment tu vas prendre la parole sur LinkedIn. Comment tes collaborateurs vont prendre la parole si tu crées une marque. C'est comme quand tu vas chez Starbucks ou chez Apple. J'aurais beau te vendre un Samsung 500 € moins cher et 2 fois plus perfectionné, tu voudras quand même ton Apple. C'est comme ça. Et donc, les startups ont bien compris la puissance du branding et de l'UX, c'est-à-dire simplifier l'expérience utilisateur. Premier élément. Deuxième élément, c'est des boîtes qui sont dans une logique, elles ne raisonnent pas client-collaborateur, elles raisonnent communauté. On engage une communauté autour de sa marque. Et ça change complètement le mindset, si tu veux. Moi, je raisonne comme ça. Ma boîte, je la vois comme une communauté. Donc, j'entretiens ma communauté de CEO de scale-up à travers mon podcast, mon réseau de dirigeants de PME à travers des événements, des conférences et tout qu'on peut donner, mais on raisonne communauté. Troisième élément, c'est des boîtes qui sont drivées par la donnée. C'est des obsédés de la donnée. Tu vas chez eux, tu as un écran géant, tu arrives, tu as le KPI qu'ils appellent le North Star Metric, qui est celui qui mesure la performance de la proposition de valeur. Puis après, tu as tout un tas d'indicateurs sur la santé de la boîte, de ta communauté, de ton business, et ainsi de suite. Quatrième point, c'est une logique d'automatisation des process. Donc, on automatise tout, de l'acquisition, enfin, toutes les tâches à non-valeur ajoutée sont automatisées. Et enfin, c'est ce que je te disais, ils font du 0 à 1 en permanence. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de lancer en permanence des nouvelles features ou des nouveaux produits sans forcément avoir développé l'intégralité de la solution pour mesurer ce qui se passe sur le marché. Donc voilà, c'est un peu les patterns communs que j'ai pu retrouver sur cet écosystème. Est-ce qu'il y a aussi un point commun sur leur profil? C'est une question ouverte, hein. Et sur le fait ils connaissent aussi les codes et ils savent comment contacter les bons investisseurs, etc. Ou est-ce qu'il y a vraiment est-ce que tu vois des profils qui viennent un peu de nulle part? Moi, je vois tout. Alors, déjà, il y a moi, je vois dans mon écosystème, beaucoup d'entre eux, donc pas forcément, sont pas. Tu peux monter une scale-up sans avoir fait de levée de fonds aujourd'hui, hein. Il y a pas mal d'exemples, hein. Donc, ça, déjà, c'est un vrai changement. D'ailleurs, dans leur jargon, ils appellent ça des boîtes bootstrap. C'est-à-dire, on y a été depuis zéro comme des grands. Et... Moi, je pense qu'il y a 2 types d'entrepreneurs. Enfin, ceux avec lesquels on bosse, c'est ceux qui nous intéressent. C'est des gens qui sont habités vraiment par une mission qui est hyper forte. Ils ont une vision très, très puissante de l'évolution d'un secteur sur lequel ils vont se positionner, mais une vision à 3, 5, 10 ans, quoi. Tu leur demandes d'ailleurs, tu leur dis, c'est quoi ta vision à 2 ans? C'est quoi ta vision à 5 ans? Ils sont capables de te répondre au tac au tac.
Et c'est des personnes qui sont hyper humbles, mais qui ont quand même un pouvoir de persuasion hyper fort pour engager cette communauté de fous furieux, quoi, tu vois. Donc, je pense que c'est la vision qui les porte, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont compris un truc sur un marché, et les mecs, ils démordent pas, quoi. On va craquer le game, quoi. C'est le truc qui les excite. Et pas à petits joueurs, hein. On y va. On y va à pleine balle. All in. On pense tout de suite global, quoi. Ouais, c'est ça. C'est coup de poker, quoi. C'est un peu ce mindset-là qu'on recherche. Et tu les vois d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils viennent volontiers bosser avec nous le temps d'un projet. C'est qu'ils sont tellement passionnés, habités par une vision, une mission, des savoir-faire qu'ils ont développés, qu'ils sont hyper contents d'ailleurs de venir les partager et de craquer d'autres business models, quoi. Et pour revenir à l'état d'esprit des entrepreneurs industriels que tu rencontres, est-ce que tu penses qu'une de leurs, ce qui leur manque un petit peu à certains, c'est le fait justement de penser global tout de suite et de penser grand? Bon, alors moi, pareil, tu vois, je suis très humble par rapport à ce que je dis, et je fais très attention à ça. Moi, je pense ces patrons de PME sont vraiment brillants. Puis, tu sais, c'est toujours pareil, c'est des boîtes, elles sont là depuis 50, 100 ans. Ils ont monté, c'est des histoires familiales et ainsi de suite. Je pense qu'il leur manque, moi, c'est une compréhension de ce monde-là. C'est juste la culture, comment fonctionne cet écosystème tech, qui est pas un écosystème d'industrie. Tu as des codes, tu as des rituels, tu as ces nouveaux jobs. Des fois, ils peuvent passer pour des rigolos parce que, tu sais, ça arrive à 10 heures au bureau, machin, voire des divas pour certains d'entre eux. N'empêche que c'est une nouvelle culture émergente pour moi, ce monde de la tech. Et ce qui leur manque, c'est pas l'ambition, ils sont pas plus cons que la moyenne. C'est juste de comprendre cette nouvelle culture et de comprendre comment elle va, tu vois, se transposer dans leur écosystème à eux. Et je pense que quand ils ont le déclic là-dessus, et qu'ils ont compris ça, bah, je vois que ça va assez vite, hein, quand même, hein. Ouais, bah, ils sont habitués à gérer des problématiques vraiment importantes. Mais ma question, c'était plus de se dire, est-ce qu'ils ne s'auto-freinent pas eux-mêmes à se dire, ah, ça va être trop compliqué enfin, de penser global comme une qualité d'un quelqu'un qui vient d'une startup de la tech, souvent, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'il pense tout de suite, on va conquérir le monde. Non, alors ouais, moi je pense que si tu veux, c'est vrai que quand tu crées ta startup from scratch, t'as 25-30 ans, t'as pas les mêmes enjeux qu'une boîte d'une centaine de salariés qui est là depuis 50 ans. Donc, si tu veux, tu vas être automatiquement, peut-être que l'audace que quelqu'un de neuf peut avoir, parce que sa marque elle est neuve et qu'il n'a rien à perdre, n'est pas la même que quelqu'un qui a une boîte de 100 salariés avec une marque historique, quoi. C'est Et ça qui doit réussir une pénalité. Ouais. ouais, et qui doit finalement composer avec le meilleur de deux mondes. Il doit quand même faire tourner le business existant et puis après se focuser sur le nouveau, quoi. C'est pas si simple que ça. Donc c'est peut-être ça le frein. C'est pour ça que moi je pense que toute cette aventure se traduira par la création de nouvelles startups au sein de ces PME, dans lesquelles eux, ils auront donné naissance au bébé, ils seront actionnaires, avec peut-être des nouvelles équipes ou des gens de chez eux qui ont le mindset pour y aller, et qui se diront, bah voilà, ça va être notre nouveau terrain de jeu, on va le faire grossir du mieux qu'on peut, et on va voir comment l'histoire, elle prend, quoi. Ce qui était l'histoire tu sais, du groupe Massa dont je te citais, quoi. C'était une start-up au sein du groupe. La start-up a pris une ampleur monstrueuse, et tellement monstrueuse que c'est devenu la marque phare du groupe aujourd'hui. Bah, écoute, on souhaite que tous les projets que tu portes aient des success stories comme ça. Bah là, ce projet-là, je l'ai pas porté, mais en tout cas, il est hyper inspirant pour nous, quoi. Et clairement, ouais, j'espère que tu vois, tu me réinterroges dans 1 an et je te dis, ouais, on a créé X nombre de boîtes, il y a X nombre de collaborateurs qui les ont rejoints, il y a eu 3 chaînes de prod qui ont été créées, enfin, X nombre de pivots, là, je serais fier. Je me dis, ouais, cool, on a réussi notre pari, là, pour le coup. Bah écoute, on refera un épisode dans 1 an pour voir où ça en est. Je le souhaite. Julien, on arrive au terme de nos discussions. Juste une petite question pour finir. Si tu avais au vu de ton expérience, si tu avais un petit conseil à donner justement à des gens qui souhaiteraient se lancer en entrepreneuriat dans l'industrie en ce moment-là, est-ce que tu aurais un petit conseil ou un piège à éviter? Moi, je pense que le seul conseil, c'est, putain, faut y aller, quoi. Enfin, il y a tout à faire. Moi, j'ai visité plein de PME, là, dernièrement. Plein de boîtes tech que je rencontre à longueur de journée, je me dis: «Il y a tellement d'opportunités, tellement de choses à faire qu'il faut y aller». Maintenant, le conseil que je donne, c'est, commencer par un peu cette stratégie d'aller vendre avant d'avoir construit. Au moins, c'est très pragmatique. Quand tu commences à vendre, même si tu as pas développé ta solution, bah, tu commences à séduire et à séduire des investisseurs, des gens pour lesquels y aller et puis, tu vois, l'histoire, c'est pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. C'est-à-dire, on crée cette proposition de valeur, cette vision, ce nouveau why. Si tu veux, c'est de créer une marque, l'enjeu aujourd'hui. Tu vois, si je devais donner un conseil, c'est concentrez-vous sur la marque plus que sur un morceau de la technologie en elle-même. J'ai plein d'anecdotes là-dessus. Je me souviens de 2 boîtes qui faisaient la même chose. Tu en avais un qui avait une techno de ouf et l'autre qui avait créé une marque de dingue. D'après toi, qui a racheté l'autre?
Tu vois, la marque de dingue a racheté la technologie. Bien sûr, c'est toujours comme ça, quoi. Donc, le branding, la marque est un sujet qui est complètement négligé. Ça, par contre, en France, comme le design, je trouve, c'est dommage. Les Américains, pour le coup, là, ils ont bien compris ce petit jeu-là. Et voilà, le challenge numéro 1 que je donnerais, c'est de créer une marque. Et puis, si tes auditeurs, ça les intéresse, moi, on a référencé sur des matrices tous ces nouveaux business models. On a fait des papiers sur c'est quoi, toi, ces caractéristiques communes, ou des petits papiers sur le branding, et ainsi de suite. Donc, tu leur dis qu'ils n'hésitent pas à m'écrire via LinkedIn. Et moi, je peux leur communiquer ça avec grand plaisir, en tout cas. Ils l'écouteront. De toute façon, tu seras tagué sur tous nos supports de communication. Donc, ils auront ton profil LinkedIn directement. Merci beaucoup, Julien, d'avoir passé ce moment avec moi. Merci à toi, Xavier. C'était top. Et puis, je te dis bravo pour ton podcast et de faire la promotion de nos PME, parce que malheureusement, je trouve que c'était toujours un peu en termes de com les laissés pour compte, alors que chaque PME que je visite, je m'éclate et je suis surpris de voir ce qu'on est capable de faire en France, quoi. On est bien d'accord, mais c'est le monde industriel qui sort souvent parfois modeste et parfois trop modeste. Et ils ont du mal à se mettre en avant. Mais bon, on essaie d'y remédier. Bravo pour ta démarche. Merci beaucoup, Julien. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!